Imaginez une voiture de course qui ne dépasse pas votre genou, campée sur de minuscules roues de 25 cm de diamètre et propulsée par un V8 Chevrolet de 7 litres de cylindrée et développant 630 chevaux. Résultat, une planche à roulettes surpuissante. C'est comme cela que nous pourrions qualifier la Shadow MK1 de Can-Am. Shadow est une entreprise fondée à la fin des années 70 par Don Nichols, ancien importateur exclusif de Firestone au Japon. Nichols s'attache rapidement les services d'un ingénieur un peu fou, en la personne de Trevor Harris, ingénieur freelance à l'imagination débordante. Nichols veut promouvoir les idées de son ingénieur à travers un championnat aussi brutal que spectaculaire, tout à fait en phase avec la culture de la démesure américaine. Lequel? Le championnat Can-Am. Organisé de 66 à 74 et de 77 à 86, le règlement était tellement libre qu'il n'existait pas de limitation au niveau de l'aéro et de la motorisation. Plusieurs concepts extrêmes sortirent, la Lola T70, la McLaren M8 et la Porsche 917 en sont des exemples. Des pilotes pros internationalement reconnus prirent part au championnat comme John Surtees, Bruce McLaren, Dennis Hulme, Jackie Hicks, Patrick Tambay, Keke Rosberg ou encore Alan Jones. Don Nichols croit en son ingénieur miracle et demande à Firestone de lui fournir des pneus spéciaux. La construction de la voiture débuta au printemps 69 à Santa Ana en Californie, dans les bureaux de l'équipe. La structure du châssis était une monocoque, en aluminium, caissonnée en plusieurs parties. Le châssis était très près du sol et devait accueillir un V8 Chevrolet de 7000 cm3. À l'époque, ce type de châssis était très courant, on trouvait ça en F1, en F2, en F3, en Formule Junior. Globalement, l'utilisation de cette technique était relativement classique et primaire à l'époque, dans les années 60-70, en sport automobile. Pour refroidir le monstre qui propulsait la voiture, il était alimenté en air par une énorme prise d'air au sommet de la voiture. Les radiateurs d'eau et d'huile étaient placés à l'extrémité arrière de la voiture et nourris en air par de grosses écopes de chaque côté de la carrosserie. L'objectif du concept était d'avoir une voiture la plus lisse possible et sans aileron. La vitesse théorique était de 400 km/h, n'est pas Colin Chapman qui veut. Le pilote devait en plus composer avec un habitacle particulièrement pénible. En effet, le pilote devait être allongé au ras du sol afin de pouvoir maîtriser cet engin. Le projet avance et c'est à Riverside, quelques jours avant le LA Time Grand Prix, que la fameuse Shadow MK1 prit la piste en essai, parée d'une robe orange et d'un logo dollar indiquant la recherche de sponsors. Dès les premiers essais, les choses montrent que le projet ne fonctionne pas. En effet, la voiture se déleste à haute vitesse, ce qui est forcément très dangereux. De fait, Don Nichols prend la décision d'abord de fiabiliser son engin et aucune course ne sera effectuée par la voiture en 1969. Les travaux continuèrent dans des conditions apocalyptiques. Pas de sponsor, budget qui explose, bref, ça va mal. Le budget initialement prévu était de 60 000 $. À la fin 69, il est dépassé et dépasse les 500 000 $ écoulés. La situation est tellement crique qu'AVS, donc la société qui exploite les Shadows, est poursuivie et des saisies furent effectuées. La maquette et le châssis de réserve furent saisis par la justice américaine. Le vrai châssis, qui devait débuter à Mosport, fut discrètement mis à l'abri. Le 14 juin 1970, c'est l'heure de la première sortie officielle de la Shadow, qui ferrera avec les McLaren M8D, les Autocoast, la Lola T220, la BRM P15 ou encore la Chaparral pour le premier Grand Prix de la saison 1970 de Can-Am, à Mosport au Canada. Pour compenser la charge importante sur des petits pneus de 25 cm de diamètre, le gonflage de la voiture était de 2,8 kg, ce qui en résultait des pneus très durs. Les suspensions étaient minuscules et les ressorts étaient remplacés par des points d'attache, avec des amortisseurs à débattement lilliputien, seulement 10 cm de course. Il y avait seulement deux pédales, le gaz et le frein, et l'embrayage se faisait via une manette, mais uniquement au démarrage. Les pignons de la boîte Hewland ont été modifiés pour pouvoir s'accoupler avec un moteur Chevrolet de 630 chevaux. George Follmer, futur champion en 72 chez Penske, prenait le volant de ce monstre. La voiture vole en ligne droite lors des premiers essais, mais est catastrophique en virage. De plus, en raison des petits pneus et donc des petites écopes de frein, ces derniers surchauffent rapidement. En qualification, la Shadow est 6ème. En course, malheureusement le moteur sera surchauffé, du fait de radiateurs trop petits. Le deuxième Grand Prix de la saison a lieu à Saint Jowett au Canada. La Shadow reçoit de nouvelles pièces, notamment de nouveaux radiateurs et un nouvel aileron. Les nouveaux radiateurs sont situés entre les deux lames du nouvel aileron arrière, mais ça n'offre pas plus de résultats que ça, puisque le moteur explose lors des essais qualificatifs. Essais dont la Shadow MK1 n'est que 10ème. En course, Follmer effectue un tête à queue au 6ème tour, puis reçoit un drapeau noir. En effet, les commissaires sportifs canadiens ont décidé d'arrêter le pilote américain suite à une fuite d'huile. Mais au premier abord, ce n'est qu'une fuite d'huile. En réalité, c'est de l'eau bouillante.
Vollmer reçoit donc l'autorisation de reprendre la course, mais pas longtemps. Au 13e tour, il s'arrête de nouveau pour abandonner, suite à une surchauffe absolue de son moteur Chevrolet. Vous l'aurez compris aisément, le début de la saison de la Shadow MK1 est très mauvais. En effet, la performance n'est pas au rendez-vous, et la fiabilité encore moins. Et c'est pas terminé. En effet, un accident de voiture implique le camion de l'équipe. La voiture est partiellement détruite. De plus, une nouvelle saisie est effectuée à Santa Ana par la justice américaine, pour des impayés. Trevor Harris, le fondateur de la voiture, quitte l'équipe. Un nouveau châssis et un nouvel aileron sont fabriqués en urgence pour la troisième course de la saison. Le nouvel aileron d'ailleurs est particulièrement disgracieux. L'aileron arrière est composé de panneaux latéraux en sandwich aluminium nid d'abeille, afin de guider l'air vers les radiateurs à l'arrière du véhicule. Les suspensions arrière, enfin, sont modifiées. Les amortisseurs hydrauliques font leur retour plutôt qu'à friction. En revanche, les amortisseurs à friction sont conservés à l'avant du véhicule. À Mid-Ohio, Vic Elford remplace George Follmer. Le changement de suspension va s'avérer particulièrement désastreux. En effet, changer les amortisseurs à l'arrière était une bonne idée, mais il aurait fallu les remplacer également à l'avant, parce que la tenue de route est absolument catastrophique. C'est à tel point que Vic Elford voit trouble en quelques tours. Pourquoi Vic Elford voit trouble? Eh bien parce qu'en changeant les amortisseurs et en ayant des amortisseurs bâtards à l'avant et à l'arrière, la voiture pompe, notamment au freinage. Le train avant notamment vibre énormément, en raison des amortisseurs à friction. Lors des qualifications, Vic Elford réalise le 7e temps. Il a donc de beaux espoirs pour la course, espoir vite éteint. En effet, dû à une surchauffe moteur, ce dernier abandonne au 9e tour. Don Nichols décide d'arrêter les frais avec la Shadow MK1 et reviendra en 1971 avec la Shadow MK2 en partenariat avec Peter Bryant, le père de l'AutoCoast TI-22 qui vient de se faire virer. Le bilan de la Shadow MK1 est donc très amer. 3 sorties, 3 abandons. Le projet était-il si mauvais? Spoiler alert, oui. C'est bien beau de vouloir mettre un moteur surpuissant, mais sans maîtrise, la puissance n'est rien. Enzo Ferrari aura eu le même problème au début des années 60 en F1. En fait, Trevor Harris et la Shadow MK1 ont été piégés par leur propre concept, trop extrême. La voiture aurait pu marcher 10 ans plus tard, avec l'utilisation éventuelle de jupes coulissantes, mais nous ne saurons jamais. Le concept malheureusement était voué à l'échec. Sans aileron, il était impossible de canaliser toute cette puissance et d'avoir une tenue de route décente. L'échec est quand même relatif pour Shadow. C'était leur première en compétition officielle, leur première en Can-Am. Ils reviendront 2 ans plus tard avec la Shadow MK2. Et surtout, ils reviendront en F1, avec leur fameuse Shadow DN, surtout DN3 et DN5, pilotée par Tom Price et Jean-Pierre Jarier. J'espère que vous aurez appris le contexte et les spécificités donc de la Shadow MK1, et également quelques brides d'informations sur le championnat Can-Am. On a donc fait une vidéo pour l'instant sur ce championnat-là. Peut-être qu'éventuellement plus tard on fera d'autres vidéos sur d'autres concepts un peu extrêmes, c'est le principe d'ailleurs de ce championnat-là. La prochaine fois on retournera vers la Formule 1 avec un grand constructeur italien connu pour ses supercars qui s'est lancé à la fin des années 80, début des années 90 dans la F1, Lamborghini.